Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Je suis toujours en compagnie de Thomas Brozard, bien sûr. Salut Thomas. Salut Alix. Et aujourd'hui, on accueille Sarah Serrange, responsable de communauté chez Bilab France. Bienvenue. Chloé Sebag est là également, directrice de la communication et du plaidoyer chez Diversity Days. Michael Fossa également, directeur des ressources humaines de Schneider Electric France. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Au sommaire de cette émission, partout les entreprises affichent des engagements, mais comment savoir si elles progressent vraiment entre transparence salariale, recrutement inclusif, mixité sociale, inclusion des seniors? Dans cet épisode, on va voir comment passer d'une politique RH vitrine à une vraie transformation qui touche l'ensemble de l'organisation, mais aussi les moyens d'en mesurer les réels progrès. Et justement, dans le pour ou contre, nos invités vont réagir à cette affirmation. En France, on ne pourra jamais vraiment progresser sans mesurer la diversité. Un sujet de fond entre cadre légal contraint, peur d'aborder certaines discriminations, index limité. Nos invités devront dire si oui ou non l'absence de données est le frein majeur des politiques inclusives. Et bien sûr, dans notre pari d'avenir, nous ferons un tour de table d'initiatives, d'outils ou d'événements qui font avancer l'inclusion. Et comme toujours, on commence avec l'édito de Thomas. Thomas Brezard, tu plantes le décor. On va essayer en tout cas, Alix, en évoquant notamment le fait que, comme tu l'as souligné, ces dernières années, les entreprises affichent certaines ambitions, font de la statistique aussi sur certains sujets. Parfois, elles y sont même contraintes. Quoique ces derniers mois ont aussi vu émerger une forme de discrétion sur le sujet. Mon regard se tourne notamment outre-Atlantique pour ne pas froisser certains acteurs qui peuvent être des clients d'entreprises françaises qui se montrent plus frileuses. L'impact, pour autant, a tendance à se faire encore lui aussi assez discret. Je vais en prendre pour preuve deux statistiques sur lesquelles j'ai pu tomber. Une première, un baromètre mené notamment par l'Organisation internationale du travail en 2022 qui dit que près d'un actif sur deux en France craint d'être discriminé lors de son processus de recrutement. Et si je prends les personnes en situation d'emploi dans notre pays, c'est une statistique de l'INSEE de 2023, on nous dit que 9,1% des personnes en emploi déclarent avoir déjà été discriminées, ce qui montre bien qu'il n'y a pas encore eu vraiment de changement structurel suffisant. On a sans doute commencé à repeindre la façade, mais il reste des fissures dans l'édifice, et c'est pas en mettant un sticker sur cette fissure qu'on va vraiment résoudre le problème. Il faut un changement plus structurel, plus global, un changement de culture sans doute. Et alors justement, au regard de ces chiffres, est-ce qu'on peut vraiment parler d'inclusion dans les entreprises aujourd'hui? Alors, le sujet est tout de même monté. Il y a une attente grandissante aussi des personnes qui se candidatent à un des emplois dans les entreprises. Près de 30% des salariés disent choisir une entreprise aussi en fonction de leur politique diversité. Mais l'envie ne suffit sans doute pas à effacer des décennies d'habitudes, de réflexes, d'héritage culturel aussi. Le vrai frein, c'est peut-être pas tant ce qu'on mesure, c'est ce qu'on transmet et puis aussi ce qu'on tolère. Les biais inconscients, des stéréotypes, une certaine forme d'endogamie sociale parfois aussi qui se sont installés et sont bien difficiles à changer. Et une entreprise inclusive, c'est peut-être un peu comme un orchestre. On ne peut pas tout changer en remplaçant simplement les instruments. Il faut que la partition, elle aussi, elle évolue. Donc pour toi, l'obstacle majeur n'est pas la loi, mais la culture interne. Alors, on a un cadre légal français qui est bien spécifique, qui a permis certains progrès, par exemple avec la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, pardon, avec un index à produire. Mais il y a aussi un encadrement strict de la loi sur les statistiques, notamment porté par la CNIL, qui interdit de mener des statistiques sur, par exemple, l'ethnie, les origines des individus qui composent l'entreprise. Pour autant, on peut quand même regarder des choses sur l'égalité professionnelle, les écarts de rémunération, l'emploi des seniors, mais la religion, l'apparence, par exemple, ne sont pas possibles, et sans doute pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais ça freine évidemment la capacité à mesurer finement les choses. Et si la mesure est claire, la culture, elle, doit permettre de mieux transformer. Donc les chiffres, ça aide, mais ça ne suffit pas pour changer les comportements. Alors voilà, c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui avec nos invités. Merci encore une fois à tous les trois d'être et toutes les trois d'être présents, avec Sarah qui va nous éclairer sur l'impact que peut avoir une certification pour faire évoluer les pratiques des entreprises en matière de mesures. Chloé qui, elle, nous racontera peut-être davantage des histoires humaines et une vision plus globale sur la question de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises. Et puis Michael sur le rôle d'un grand groupe pour faire évoluer, transformer les choses aussi bien en interne qu'en externe. Parce qu'il faut qu'ensemble nous parvenions à éclaircir une question qui pourrait paraître simple. Comment savoir si une entreprise est réellement inclusive ou pas au-delà du storytelling? Et ça, c'est peut-être un peu moins facile parce qu'une entreprise n'est inclusive peut-être que le jour où elle n'a plus besoin de le revendiquer. Merci beaucoup Thomas, et justement nos invités vont pouvoir réagir. On passe au pour ou contre.
Et c'est maintenant l'heure du pour ou contre, justement après avoir posé le décor et compris que l'inclusion ne se décrète pas mais se démontre. On va maintenant tester nos certitudes parce que la diversité et l'inclusion sont aujourd'hui sur toutes les lèvres en entreprise. Mais quand on regarde les chiffres, ça pique encore. Dans les grandes entreprises françaises, par exemple, une étude de 2024 sur la diversité ethnoculturelle dans les instances dirigeantes du SBF 120 montre que la moitié des entreprises cotées n'ont aucune diversité visible dans leur COMEX. Je précise diversité visible parce qu'en France, vous le savez, la loi interdit la collecte directe de données ethniques. Alors, pour ou contre cette affirmation, en France, on ne pourra jamais vraiment progresser sans mesurer la diversité. Sarah, pour commencer. Eh bien, pour commencer, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué avec Thomas, qui est que les statistiques ethno-raciales seraient interdites en France. Et la réalité, c'est que ce n'est pas interdit. C'est juste mal compris. Donc, en fait, on a vraiment un tabou culturel, mais il n'y a pas d'interdiction légale à faire des statistiques ethno-raciales en entreprise en France aujourd'hui. Ce qui est interdit vraiment, de par les décisions du Conseil constitutionnel, c'est d'avoir ce qu'on appelle un référentiel a priori. C'est-à-dire qu'on va déjà faire des cases avec des identités ethno-raciales. On va demander aux personnes de cocher et de rentrer dans ces cases. Mais la réalité est qu'on peut quand même faire des statistiques ethno-raciales à partir du moment où on utilise soit des données objectives, c'est-à-dire on peut s'appuyer sur le nom, on peut s'appuyer sur le parcours migratoire, sur le pays ou sur la région d'origine, mais aussi sur des données subjectives. Et c'est là que c'est intéressant, et c'était ce qui était ressorti du questionnaire Moreno au moment où il avait été proposé. On va poser des questions sur le ressenti d'appartenance, mais aussi la perception par les autres. Donc vraiment, ce n'est pas interdit. Mais donc ce sont des méthodes indirectes quelque part. Ce sont des méthodes indirectes, tout à fait. Mais ça montre bien qu'on peut quand même aller chercher l'information qu'on souhaite avoir. C'est pas interdit, c'est juste très encadré. Chloé, face à cette affirmation. Déjà, merci beaucoup pour ce rappel parce que c'est très important. On avait pas mal été engagés avec Diversité justement au moment de la création de l'index Moreno, cet index diversité. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de débats sur le sujet et disant non, mais nous, on veut absolument avancer, mais en fait, on peut rien faire parce qu'on peut pas mesurer. On est un peu à l'aveugle. Dans l'étude qu'on avait menée, c'était flagrant de voir cet écart et ces entreprises qui disaient qu'elles pouvaient pas avancer. Et donc, absolument pour, en effet, l'affirmation que vous venez de donner, parce que on a absolument besoin d'aller dans le détail et ça participe aussi au changement culturel. En fait, la mesure et ce changement culturel peuvent complètement aller ensemble puisque en fait, on enlèverait tout d'un coup les tabous et il y a plein de choses qui peuvent être faites dans la mesure où notamment la CNIL a sorti un nouvel avis au printemps 2025 qui indiquait toutes les manières de faire. On a tendance à opposer le besoin de mesurer et le côté protection des données privées. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait sur les enjeux RGPD, il y a plein de manières de protéger et d'avancer très concrètement. C'est amusant parce que je travaille dans un grand groupe Schneider Electric et finalement, de part et d'autre de l'Atlantique, on a des tabous un peu opposés. Donc aux États-Unis, on ne peut pas parler de l'âge. Alors demander l'âge à quelqu'un, c'est impossible. Et du coup, on ne mesure pas les discriminations liées à l'âge, qui sont pourtant importantes malheureusement. Et en France, c'est sur les origines ethniques. Je pense que les tabous sont néfastes en la matière si on souhaite adresser et répondre à la question est-ce qu'on peut progresser sans mesurer? Je ne crois pas. Et je pense que c'est nécessaire. Et on voit dans certaines études que vous indiquez ou la réponse que vous donniez, qu'on peut mesurer certaines choses. Donc faisons-le. Et on reviendra plus en détail, notamment au cours du débat, sur la façon dont vous, chez Schneider Electric, vous mesurez justement. Mais est-ce que les entreprises françaises devraient s'inspirer de pays où la collecte est plus directe, plus standardisée? S'inspirer, oui. Après, partout où on opère, on respecte la loi. Et donc, on doit à chaque fois s'inscrire dans un cadre légal. Mais oui, s'inspirer des bonnes pratiques d'autres géographies, oui, c'est possible. C'est votre avis aussi Oui, je suis entièrement pareil, d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le cadre des standards de certification B Corp. On a désormais une thématique d'impact qui est dédiée aux enjeux de diversité et d'inclusion. Et l'une des exigences minimales, c'est que toutes les entreprises, quel que soit leur pays d'opération, doivent faire de la collecte de données. Donc cela peut se faire soit à travers une discussion qui peut être facilitée. On le recommande notamment pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, parce que cela permet d'assurer quand même un certain niveau de confidentialité et d'anonymat qu'on pourrait perdre potentiellement avec de la collecte.
Et quand on ne peut pas avoir, on va dire, de discussion parce qu'on est sur une grande entreprise ou une multinationale, là, on encourage les entreprises à aller sur de la collecte. Donc, tout d'abord, de la collecte sur l'identité de genre ou sur le sexe. Ça, pareil, ça dépend du pays où l'entreprise est en train d'opérer, parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des pays où aller chercher des informations sur l'identité de genre, ça peut être très compliqué d'un point de vue légal, mais aussi très dangereux pour les personnes près desquelles on va aller récolter cette information. Et on demande d'aller sur une seconde identité supplémentaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va demander aux entreprises, par rapport à leur contexte, à leur culture, à leur société, d'aller chercher de la donnée sur une identité qui leur paraît être pertinente. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous opérez, par exemple, dans un pays qui fait face de façon récurrente, on va dire, à des situations de racisme, on va vous demander d'aller chercher des statistiques sur l'identité ethno-raciale. Si c'est un pays, du coup, comme les États-Unis, où on parle de l'âge, on va aller chercher des données en lien avec l'âge et l'intergénérationnel. Peut-être pour terminer sur l'aspect, on va dire, collecte de données sur le sujet, il est interdit d'associer un individu, une personne à une statistique de ce type. En revanche, on peut très bien imaginer mettre en place des enquêtes anonymes basées sur des ressentis, comme disait Sarah, et de fait commencer à avoir une image plus ou moins fidèle de la diversité, de la représentativité dans l'entreprise. Ça, c'est une autre façon d'aborder le sujet qui peut être intéressante. Pour terminer pour ma part en tout cas, sur l'affirmation, et pour nourrir le débat qui s'en suivra, moi j'aimerais répondre contre à l'affirmation, parce que quand bien même on ne mesure pas précisément la représentativité dans l'entreprise, je pense pouvoir témoigner avec Norcis de la possibilité de faire vraiment évoluer les choses, plutôt par l'approche du changement culturel, par des mécaniques de formation sur la lutte contre les préjugés, etc., qui fait qu'aujourd'hui, même si je n'aurais pas de statistiques à vous avancer, je peux affirmer que dans notre entreprise, il y a une belle diversité qui est représentée et beaucoup moins de problématiques, y compris sur l'âge, comme le mentionnait Michael, qui, à mon avis, devient un très très grand sujet avec le vieillissement de la population. Et on y reviendra justement sur ces biais, et ça me fait penser à vous, Chloé, parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit qu'en France, on privilégie plutôt une approche colorblind. Donc l'idée selon laquelle il ne faut pas voir les différences ethniques ou culturelles. Dans quelle mesure, selon vous, cette approche complique la mesure des inégalités? Pourquoi c'est un problème quelque part? C'est un problème parce que je pense que ça va à l'encontre de notre modèle universaliste, en fait. On a un modèle qui, à la base, justement, vise à promouvoir l'égalité, l'existence de mêmes opportunités pour tous et toutes. Et je pense qu'on est tous autour de cette table attachés à ce modèle universaliste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup pour ouvrir les écoles, pour ouvrir les entreprises. Mais si on ne prend pas en considération les obstacles que rencontrent les individus en raison de leur singularité, on ne peut pas avancer. Si on ne se dit pas qu'une personne qui est en situation de handicap invisible va rencontrer des difficultés que, en tant que personne valide, on ne connaît pas, ou si on ne va pas prendre en considération le fait de venir de QPV ou de zone rurale comme étant un véritable sujet, on ne peut pas avancer. QPV, quartier prioritaire de la ville. Pardon. Oui, merci pour ce réflexe journalistique. Désolée. Mickaël, vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle ignorer les différences, quelque part, ça empêche de progresser? Je crois qu'on l'a évoqué sur le sujet des tabous. Finalement, quand on cherche à cacher quelque chose ou qu'on ne veut pas le penser, que ça reste un impensé collectif, finalement, c'est peut-être qu'il y a un problème à adresser qu'on ne veut pas le voir. Donc oui, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Après, je rejoins Thomas quand il dit que c'est pas suffisant en soi et que c'est pour autant pas non plus une raison de ne rien faire sur le sujet. Il y a des choses qui sont activables aujourd'hui sans qu'il y ait nécessairement cette mesure, mais je pense que c'est pas souhaitable d'avoir ce tabou. Simplement. Mais vous permettrez peut-être de rebondir sur un truc par rapport à la nécessité de la mesure. Ça peut être aussi une nécessité de mesurer les résultats. En fait, je pense que l'un des gros sujets, j'imagine que c'est dans les nouvelles propositions Bicorp, c'est en fait, on a besoin de suivre quand on est en entreprise, quand on mène n'importe quelle politique, on a besoin de moyens clairs, on a besoin d'établir des indicateurs clairs pour ensuite avoir une évolution. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça ne rentre pas en contradiction. Finalement, le changement culturel, on peut aussi l'observer par la perception des salariés au fur et à mesure des années. Certains voulaient dire quelque chose. Oui, je voulais rajouter, effectivement, l'idée, c'est pas de faire de la mesure pour faire de la mesure. L'idée, c'est de faire de la mesure, puis à partir de cette mesure, avoir un état des lieux desquels on définit une stratégie qui est pertinente par rapport
à ce qu'on a pu analyser ou constater, et ensuite suivre ces données au fil des années, au fil des mois, pour voir comment est-ce que les actions qu'on va mettre en place font évoluer ces chiffres. L'idée, c'est pas de faire juste une photographie de l'entreprise qu'on va ensuite... très bien, on a fait notre donnée, on peut le mettre dans un fichier, le mettre au placard, on réouvrira dans 5 ans. Non, l'idée, c'est de vraiment, quand on construit une stratégie de diversité et inclusion, de s'appuyer sur ces chiffres et de s'y référer quand on met en place différentes actions, que ce soit un processus de recrutement inclusif, que ce soit des groupes de ressources employées, que ce soit une charte de communication, de la formation. De la formation, du mentoring, du parrainage. L'idée, c'est de voir comment est-ce que les différentes actions qu'on va mettre en place font évoluer justement ces chiffres d'une direction ou d'une autre. Pour pousser un peu la réflexion, et après on passera à la prochaine séquence, certains suggèrent d'autoriser les quotas pour favoriser la diversité. D'autres dénoncent une approche contraignante qui favorise la forme sans corriger le fond vraiment. Les quotas peuvent-ils réellement favoriser la diversité ? Si je peux réagir, je pense que en fait, les quotas, il y a quelque chose de très paradoxal dans l'étude qu'on avait portée justement avec PwC, état des lieux de la mesure de la diversité en entreprise. Il y avait quelque chose de super paradoxal, c'est que d'un côté, les dirigeants sont globalement pas vraiment pour. Côté salariés, on a plutôt des personnes en faveur. Il y avait 77% des salariés interrogés qui disaient vouloir qu'il y ait des quotas si ça permettait de changer des choses. Et en l'occurrence, ça permet de changer des choses. C'est efficace sur la question femmes-hommes, sur les questions de parité. La loi Copé-Zimmermann, un véritable succès. Quand on interroge en 2009, on se rend compte qu'il y a 8% de parité au sein des conseils d'administration. Quelques années plus tard, en 2021, on est à 40%. Donc en fait, ça fonctionne parce que ça a permis de mettre à jour le fait qu'il y ait finalement pas mal de blocages dus à des effets de réseau, à des effets de recrutement informel dans les conseils d'administration. Et donc, des choses qu'on ne voyait pas et on disait, attendez, surtout, faut pas qu'il y ait de quotas, c'est hyper dangereux parce qu'il faut rester sur la compétence, etc. On se rend compte que quand on en met en place, ça change quand même la donne. Alors après, il faut évidemment que ce soit hyper encadré, hyper bien réfléchi, mais je pense pas qu'il faut s'y opposer par principe, parce qu'il y a des peurs, il y a des tabous, des peurs dont on parle depuis tout à l'heure et qui entourent ces questions trop fortement. Non, pour réagir, intellectuellement, on pourrait penser quota, contrainte, finalement, c'est pas la compétence qui prédomine, etc. Force est de constater, l'histoire montre que ça fonctionne sur certains domaines qui ont été réfléchis, qui ont été ciblés, donc ça apporte des résultats. On est obligé de le constater, même si intellectuellement on pourrait. Et vous les appliquez justement chez Schneider Electric ? Quand ils sont légalement exigés dans certains pays, c'est le cas et on le fait évidemment. Je pense aussi au handicap, où finalement on s'aperçoit que ça a des effets très concrets sur le terrain. Après, effectivement, j'attire l'attention sur la réflexion. On fait beaucoup de choses, par exemple sur les seniors chez Schneider, on en parlera peut-être. Et du coup, des gens me disaient, mais est-ce que vous recrutez 50% de seniors ? C'est important de savoir quel est le point de départ dans l'entreprise. Chez Schneider Electric en France, j'ai 50% des gens qui ont plus de 45 ans. Donc, si je veux amener de la diversité, je vais plutôt recruter des jeunes pour le coup. Mais est-ce que tout ça, c'est à mettre sur un même plan quand on parle de handicap, de différences ethnoculturelles? Non, c'est pour ça que ça doit être réfléchi et contextualisé. Ça peut pas, il y aura pas une source unique ou une solution unique qui s'appliquera de façon uniforme. Dans certains cas, les quotas apporteraient quelque chose. Dans d'autres, je ne pense pas. En fait, alors, le quota, c'est sans doute un mal nécessaire. C'est aussi franchement un terrible aveu d'impuissance quand on est obligé d'en arriver là, c'est qu'on a du mal à trouver d'autres mécanismes que de l'imposer. Et si le handicap est un bel exemple, c'est aussi l'exemple que ça ne suffit pas, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même peu d'entreprises qui sont dans les clous, quand bien même il y a une obligation légale et des pénalités financières pour chaque profil qui n'est pas présent dans l'entreprise. Je crois que c'est 5 000 € de pénalité pour chaque entreprise. Donc ça peut vite faire des sommes importantes. Je me dis que si on peut pas mettre tous les sujets dans le même panier, il est néanmoins intéressant pour les entreprises, on essaie de garder ce prisme-là, d'être représentatif de la population française en l'occurrence, parce que ce sera aussi une source de meilleure résilience, de meilleure compréhension des enjeux des marchés qu'on adresse, de rôle sociétal à un moment où dans le débat public ça semble de plus en plus difficile de se mettre d'accord et de débattre de façon saine. L'entreprise reste un lieu de rencontre où des gens d'origine
de milieux différents peuvent se côtoyer sur une base commune, qui est celle du projet de l'entreprise. C'est extrêmement précieux, moi, je pense, d'essayer de garder et de développer ça pour les années qui viennent. Sarah, et ensuite on passera au débat, parce qu'on est littéralement en train de commencer le débat. Littéralement en train de commencer le débat. Et justement, moi, c'était sur les propos de Thomas que je souhaiterais réagir, puisqu'on parle des bienfaits de la diversité. Ouais. Et il y a quelque chose, on va dire, contre lequel on lutte chez Bilab. Donc, à travers la certification B Corp, ou alors qu'on vient de challenger, ça va être toute l'argumentaire du business case de la diversité, comme quoi la diversité apporte plus de performance et plus de chiffre d'affaires aux entreprises qui s'intéressent à ces sujets. Mais peut-être que je vais garder cela pour le débat. Ok, très bien. Super. Merci pour la transition, Sarah. Que de talent journalistique sur ce plateau. On passe au débat. Et passons maintenant à l'action concrète, comment les entreprises traduisent réellement leurs engagements en termes de diversité et d'inclusion dans leurs pratiques et leurs résultats. Chloé, vous accompagnez des profils variés dans le numérique. Quels sont les obstacles qui persistent malgré les engagements affichés ? Déjà, dans le recrutement, il y a encore beaucoup de discriminations qui existent. Je pense par exemple à des profils qui sont en reconversion qu'on accompagne, nous, avec notre programme Déclic numérique. C'est un programme pour lever les barrières vers ces métiers. On a accompagné plus de 16 000 personnes en 5 ans. Et quand on décide de se reconvertir, il peut y avoir un énorme frein, au-delà du fait d'avoir déjà accès aux connaissances sur ces métiers. C'est en fait simplement le fait d'avoir une première expérience professionnelle, qu'on sorte d'études ou qu'on sorte de formation après une reconversion. Et donc malgré le fait que beaucoup d'entreprises se disent très ouvertes, accueillir des profils qui sont en reconversion, c'est pas toujours évident. Et nous, dans le cadre du programme, alors je fais pas de la pub, mais le truc qui est intéressant, c'est que quand on regarde les personnes concernées, on a 15% de personnes en situation de handicap qui ont suivi le programme Déclic numérique, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes aussi de plus de 40 ans. Enfin, les statistiques montraient vraiment que les personnes qui avaient besoin de ce programme étaient dedans. Et donc, beaucoup se sont confrontés quand même à des difficultés pour entrer au sein de l'entreprise. Donc je pense qu'une des manières de changer la donne, c'est de diversifier déjà le visée de recrutement et d'accepter en fait de s'ouvrir finalement à des profils qu'on n'aurait pas forcément interrogés dès le départ, laissés entrer dès le départ, parce qu'ils sont pour beaucoup plus résilients que la moyenne. Mickaël, dans l'industrie ou des secteurs plus traditionnels que vous représentez aujourd'hui, certaines entreprises hésitent encore à franchir le pas. Quels sont les principaux freins ? C'est la culture d'entreprise qu'évoquait Thomas tout à l'heure, une pression économique Pression économique, je ne crois pas. C'est tout ça. Alors, je représente l'industrie, mais aussi le domaine de la tech. On développe des logiciels chez Schneider, donc très intéressé par les profils proposés et par Diversidays. Mais je pense que c'est beaucoup l'inadéquation entre les viviers, justement, et les profils que l'on recherche. Je vais donner un exemple très simple. Oui. On est globalement une entreprise d'ingénieurs chez Schneider. Nous recherchons des femmes ingénieurs, et dans les écoles, il y en a à peu près 20% en moyenne dans les promos. Donc combien même on aurait une volonté très claire et qu'on exprime d'aller en recruter, il y a tout simplement insuffisamment de femmes dans les écoles d'ingénieurs pour qu'on puisse tout à fait atteindre nos objectifs en la matière. Donc l'inadéquation profil et vivier, formation, souvent, c'est un des obstacles que nous on rencontre très concrètement. Là-dessus, justement, si je peux réagir, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on a fait avec Soprasteria. Alors c'est tout nouveau et on était très content de porter ce truc qu'on considérait comme assez avant-gardiste. C'est que avec Soprasteria, on a travaillé sur la création d'une promo avec l'EFRE, qui est donc une école d'ingénieurs, et on a créé une promo à Bac+2 pour des développeurs concepteurs d'applications. Le truc génial, c'est qu'en fait, on a décidé de créer une promo où on prenait à Bac+2 et pas à Bac+3. On a décidé aussi d'être très attentif au fait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, que ce soit 100% paritaire. Et on s'est rendu compte qu'à l'issue de la formation, on avait 95% de taux de réussite. Donc en fait, c'est un exemple. Et ce qui était super là-dedans, c'était surtout le fait que les personnes qui passaient par la promotion avaient une alternance directement chez Soprasteria. Et donc, ça nous permettait de lutter contre l'un des premiers freins, qui est le fait d'avoir une première expérience professionnelle dans le domaine. C'était une première. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire avec Il faut beaucoup plus de promos. Voilà, exactement. Il faut qu'on multiplie ça parce que vraiment, ça permet une insertion professionnelle directe et donc de lutter contre les biais dès le début. Et l'alternance, c'est un très bon levier.
De fait, on s'aperçoit que les freins qu'il peut y avoir sur le CDI, etc., sont beaucoup moins présents, beaucoup plus faciles à lever sur l'alternance. Et finalement, l'alternance, c'est un premier pied dans l'entreprise. Dans les métiers intellectuels, puisque là, on parle notamment de métiers tech, bon, il se trouve que Norcis, on est dans le même univers. Le problème de vivier, en fait, il est assez global, puisque on sait que dans les écoles, dans les grandes écoles, les écoles qui permettent, par exemple, de faire des masters, etc., de toute façon, il y a déjà un problème de représentation de la diversité. Il y a moins de quartiers issus de personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, etc. Donc après, nous, au niveau de l'entreprise, on peut essayer de mettre en place des mécaniques pour, je dirais, corriger cela. Nous, il se trouve qu'on a été une des toutes premières entreprises en France à mettre du CV anonyme en place. Premier constat, c'est que si l'outil peut être intéressant, derrière, encore faut-il que, une fois les pieds dans l'entreprise, les personnes qui font passer les entretiens aient travaillé sur leurs propres biais potentiels, sur leurs propres préjugés. Donc, on a ensuite créé une formation pour lutter contre les préjugés. Et peut-être faut-il aussi essayer d'avoir des équipes de recrutement qui elles-mêmes sont représentatives d'une certaine diversité, parce que si elles sont très uniformes, et qui sont elles-mêmes formées aussi, alors on a peut-être un problème. Alors que si elles sont dans une forme de diversité, qu'elles se retrouvent entre elles pour avoir des avis divergents parfois sur les personnes qu'elles rencontrent, je pense que l'entreprise en sort gagnante à la fin, et les personnes issues de la diversité aussi. Et vous mettez en place des formations sur les biais pour les salariés, les managers, une population très importante évidemment, et les équipes de recrutement. Et en quoi elle consiste cette formation exactement? Former aux différents biais potentiels, conscients ou inconscients, qu'on peut avoir, et les moyens d'en tenir compte et de les contourner dans le processus de recrutement notamment. Et c'est essentiellement inconscient. La formation, elle est d'ailleurs absolument essentielle, parce qu'on se rend compte que la diversité, elle est parfois, les politiques diversité sont très mal comprises aussi. Donc la question de la communication à destination des salariés, de la sensibilisation et de la formation, parce qu'il faut aussi penser aux différences de taille des entreprises. Certaines entreprises où c'est génial et on a la possibilité de former l'intégralité des collaborateurs à ces enjeux. Dans d'autres, ce seront davantage les managers, mais le fait déjà de sensibiliser et de communiquer, c'est absolument essentiel. Sarah, vous travaillez sur la certification B Corp pour pousser les entreprises au-delà des engagements symboliques, justement. Quels signaux permettent de distinguer une politique vitrine qu'on évoquait en introduction d'une transformation véritable? Eh bien, beaucoup de signaux. C'est vrai que nous, en fait, on va aller regarder les engagements des entreprises sur les sujets diversité et inclusion à différents endroits. Et c'est tout l'intérêt, puisqu'en fait, on ne va pas du tout se restreindre au recrutement, parce que recruter des profils qui vont être qualifiés de diversifiés, c'est très intéressant. Mais une fois qu'ils sont dans l'entreprise, il faut surtout savoir les garder et faire en sorte qu'ils restent. Donc on va travailler sur le recrutement inclusif, mais on va aussi travailler sur les conditions de travail, sur la culture d'entreprise, sur tous les petits éléments et tous les facteurs qui vont faire en sorte que cette personne qu'on a eu tant de difficultés à recruter reste bien dans l'entreprise. Et là-dessus, c'est justement ce qui est intéressant par rapport aux formations, à la sensibilisation. C'est effectivement très important et essentiel, mais il faut que ce soit un outil parmi d'autres dans une boîte à outils sur les sujets de diversité et inclusion. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a des récentes études qui sont sorties. La réalité, c'est que les formations au biais inconscient, en fait, n'ont pas réellement d'impact sur les pratiques des entreprises si cela ne donne pas lieu à des processus qui sont mis à jour au sein des entreprises. Il y a un comparatif qui me venait à l'esprit, c'est que si on compare ça à la fresque du climat, on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui ont été formées à la fresque du climat, qui ont été sensibilisées à ces enjeux. Pourtant, la réalité est que les engagements ou les avancées des entreprises sur les sujets de développement durable, on n'est pas si bien que ça. Donc la diversité et l'inclusion, c'est pareil. Faire des sensibilisations uniquement, ça ne suffit pas. Faire des chartes volontaires, sans engagement, sympa, mais ça ne suffit pas. Et pareil sur les campagnes de communication, mettre des profils différents sur une campagne de communication externe, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. J'avais le cas il y a quelques temps, une amie me racontait, elle souhaitait s'acheter du fond de teint en fait, et elle s'est intéressée à une marque de semi-luxe qui proposait un fond de teint et qui avait une égérie qui est Lupita Nyong'o, qui est donc une actrice qui avait une carnation foncée, qui est égérie de cette marque. Et donc elle est allée en magasin pour demander le fond de teint, et ils lui ont dit qu'en magasin ils ne vendaient que les teintes claires, malgré le fait qu'ils avaient cette égérie et qu'il y avait des panneaux et des affiches partout dans Paris. Donc les actions cosmétiques, c'est très mignon, mais en fait ça ne fait pas dans tous les sens du terme. Ça suffit pas, en fait. Mais au bout d'un moment, ça finit par se voir, surtout. Par l'impact, Sarah l'a évoqué tout à l'heure, ce que mesure, et donc nous, on y est contraint, enfin, on s'y est contraint d'ailleurs avec Norcis
de viser la certification B Corp, c'est qu'on regarde beaucoup le résultat. Et en la matière, on évoquait tout à l'heure le fait, par exemple, de pouvoir mener des enquêtes anonymes. Je pense qu'elles doivent aussi être menées vis-à-vis de la perception des salariés sur ce qu'elles vivent dans l'entreprise, pas que pour essayer de capter une forme de diversité, de représentativité. C'est-à-dire, par exemple, de questionner les équipes de façon anonyme, pour garder une sincérité dans la réponse, leur perception de l'inclusivité dans l'entreprise, de capter si parmi les équipes, certaines personnes ont subi, ont vécu des cas de discrimination. Et c'est à l'aune de ces résultats-là qu'on peut commencer. Et ça, vous le faites régulièrement chez Narcisse? Alors, on essaie de le faire notamment tous les 2 ans dans le cadre d'une enquête très exhaustive qu'on fait sur beaucoup de sujets, avec une centaine de questions qui sont adressées à nos équipes. Mais ça se passe au niveau de nos équipes, ça pourrait aussi se passer au niveau des parties prenantes, de discuter avec les clients. Mais on est souvent obligé de passer par des anonymisations pour garantir la fiabilité de la réponse qui est donnée. Simplement, l'avantage, c'est que du coup, on ne regarde pas que la part de personnes formées avec aucune garantie en fait sur l'impact que ça a derrière ou l'existence d'un dispositif de CV anonyme. On regarde comment cela a fait changer les perceptions et les regards des équipes qui en sont destinatrices. Et là on a mené, nous, un observatoire de l'inclusion en interne, mais comparé à d'autres entreprises. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mesurer par rapport à d'autres sur certains thèmes. Ça ressemblait à quoi concrètement? Une enquête, exactement, comme l'avait évoqué Thomas, avec des réponses anonymisées, évidemment, et portant sur les différents axes, on va dire, de l'inclusion. Et un des éléments qui ressort, en tout cas, de l'enquête, c'est que plus l'entreprise présente des initiatives ou des événements ou des communications sur des sujets variés de l'inclusion. Alors, on a parlé du handicap, de la diversité homme-femme, de l'origine sociale, etc. Plus le sentiment d'inclusion est fort. On pourrait penser que c'est un petit peu gadget, tel événement ou telle communication. Finalement, plus c'est varié, plus les personnes, de manière générale, se sentent intégrées, incluses dans l'entreprise. Et néanmoins, a posteriori, après avoir mené cette enquête en interne, est-ce que vous avez pris des mesures? Des mesures en ont découlé? Il y a des axes qu'on avait probablement moins travaillés. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, sur les seniors, ça a été pendant longtemps peut-être sous-traité dans nos politiques. Ouais. Et du coup, depuis, on a lancé un programme, d'ailleurs mondial, sur l'emploi des seniors chez Schneider. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez décidé de mener régulièrement chez Schneider? Exactement, ouais. Chloé, quelles sont les conséquences concrètes du manque de diversité dans le secteur du numérique? Est-ce que vous le mesurez? Déjà, je pense on a plein de témoignages au quotidien là-dessus, et je pense qu'il y a quelque chose auquel on peut tous se référer, c'est que quand on se sent pas bien dans une entreprise, quand on a l'impression qu'on peut pas être soi, c'est quelque chose qui est très présent, notamment une campagne super qui avait été faite par l'autre cercle qui montrait que c'était super dur de mentir à la machine à café en disant qu'on était avec son conjoint et pas sa conjointe, ou en essayant d'inventer des choses pour lutter contre la peur qu'on a d'être soi-même en entreprise. Donc ça, c'est déjà un exemple, je pense, très, très présent, très prégnant de ce qui peut se passer quand on se sent différent, tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça que quand on me dit justement ça peut sembler gadget, la communication, etc., non, elle participe à un sentiment d'inclusion qui peut être fort. Mais en tout cas, par rapport à la tech, par rapport au numérique, il y a aussi un rôle, je pense, que les médias, que les entreprises, que tout le monde a à jouer, et ça reste encore aussi cette logique de communication, c'est de montrer d'autres profils de réussite, justement. Tout à l'heure, on a évoqué le mot tabou. Et en fait, je pense que le simple fait de poser des questions aux équipes sur les sujets qu'on est en train d'évoquer là, c'est une façon de commencer à faire bouger les lignes. Par exemple, sur l'homosexualité que Chloé vient de mentionner par le biais de sa question, on peut mettre en place tout un tas de dispositifs. Le simple fait de demander aux individus s'ils pensent avoir pu avoir une forme de jugement vis-à-vis d'une personne qui serait potentiellement, par exemple, homosexuelle ou une autre orientation, quelle qu'elle soit, ou si des personnes ont subi des discriminations là-dessus, c'est déjà commencer à faire passer des messages auprès des équipes sur le fait que la direction de l'entreprise a un souci de ce sujet-là, et ça peut commencer à faire bouger des lignes. Donc ça peut être déjà très puissant en fait de mener des enquêtes sur ces sujets-là, ne serait-ce que pour semer les graines avant de commencer à imaginer par exemple la mise en place de dispositifs, de cercles de parole, de formation, de fresques, et j'en passe. Oui, Chloé, justement, sur ces résistances culturelles que vient d'évoquer Thomas et qui peuvent freiner l'inclusion, est-ce qu'il y a des stratégies, des outils qui permettent ou que vous
promeuvez chez Diversity Days pour faire évoluer la culture d'entreprise et impliquer justement les managers, les équipes, ce dont on parlait tout à l'heure? En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est ça qui est génial, c'est la bonne nouvelle. Par rapport à ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise, il y a un truc déjà, c'est, je pense, de se dire qu'on est dans une sorte de communauté de destin tous ensemble. C'est de comparer. On disait qu'il y avait certaines discriminations, certains critères de discrimination qui n'étaient pas comparables. En fait, si parfois avoir cette vision un petit peu globale des choses, ça permet de dire, en fait, quand on vient de zone rurale ou de quartier, on peut avoir vécu la même chose. Quand on s'est senti exclu ou qu'on n'a pas osé montrer son orientation sexuelle au sein de l'entreprise, on peut avoir eu le même sentiment, le même syndrome de l'imposteur parfois. Enfin, c'est pas de comparer l'incomparable, mais c'est de dire il peut y avoir quelque chose de commun quand on vit des obstacles. Et ça, je pense que c'est déjà une première bonne étape dans le chemin, finalement. On a aussi, nous, créé avec Diversity Days un festival qui s'appelle Unique et qui permet de parler de ces sujets un petit peu différemment que ce qu'on peut faire. Dont aussi, la première édition était l'année dernière, non? Alors, la première édition a eu lieu à l'Olympia en 2021. 2024, c'était la première édition au format festival. Et on va pas tarder à repartir sur une nouvelle édition. Et c'est une manière de parler de ça un petit peu différemment, de façon beaucoup plus joyeuse, ludique, festive. Ça peut être une manière d'amener le sujet différemment. Dans ce festival, il y a justement des espaces qui sont dédiés à l'emploi, à la reconversion professionnelle, à l'éducation, à l'orientation. Il y a des conférences, il y a la possibilité de se rencontrer, d'échanger un petit peu différemment. Et il y a aussi plein de surprises. Il y a de la musique, il y a de l'humour. Enfin, voilà, c'est un joli concentré. Et donc, ça peut être sympa de s'y associer s'il y a d'ailleurs des entreprises qui veulent être présentes. On est le message est passé. Preneur. Sarah, toujours sur cette notion de résistance culturelle, comment impliquer les managers dans la transformation inclusive? Je pense que, comme le disait Thomas, c'est vraiment très important d'embarquer les managements et tout ce qui est aussi direction, COMEX, dans les différents temps de sensibilisation ou de fresques qu'on peut avoir. Mais c'est aussi important qu'ils soient tenus, on va dire, non pas responsable, le terme est un peu fort, mais qu'ils soient... Qui donne le là, quelque part. Qui donne le là, effectivement. Dans nos standards, ce qui est intéressant, c'est qu'on va demander, par exemple, si l'entreprise a une politique de diversité et inclusion, qu'elle soit validée et qu'elle soit suivie par le plus haut comité de direction ou le comité exécutif de l'entreprise. Donc l'idée, c'est que ce ne soit pas quelque chose qui soit géré juste par une personne en charge des RH toute seule, isolée, mais que ce soit quelque chose qui soit géré au niveau... C'est bien de ne pas tout mettre sur les RH, effectivement. Non, justement, parce que ce n'est pas seulement un problème RH. Non, mais la parole des leaders, c'est il faut que ce soit important. vraiment transversal et abordé par tous les postes de l'entreprise. Ça peut être un sujet de RH, mais la diversité et l'inclusion, ça peut aussi être un sujet de R&D sur comment est-ce qu'on peut revoir ces produits ou ces services pour qu'ils soient plus inclusifs. On en a parlé, mais c'est un sujet de communication, que ce soit de la communication externe ou de la communication interne, quand on est sur le sentiment d'appartenance des collaborateurs et collaboratrices. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui soit transversal à tous les métiers de l'entreprise et qui soit chapeauté par l'instance dirigeante la plus élevée de l'entreprise. Absolument, et si je peux compléter, dans l'étude qu'on avait menée avec PwC France et Maghreb, on se rendait bien compte de quelque chose, c'est que le manager est considéré comme à la fois celui vers lequel on se tourne quand on est discriminé, mais aussi celui qui peut perpétrer les discriminations. Donc il y a ce rôle très paradoxal, et c'est pour ça que c'est aussi important de former au maximum les managers. Je rajouterais deux choses. Nous, on associe les managers, mais aussi l'ensemble des salariés, dans les politiques de rémunération, à l'atteinte d'objectifs environnementaux, mais aussi d'engagements sociétaux que l'entreprise peut prendre. Donc ça, c'est un moyen de dire que je sois sensible au sujet ou pas, il faut qu'on y travaille tous, parce que quelque part, j'en bénéficie aussi. Et l'autre élément, au-delà de la formation, c'est de pas laisser passer quand il y a un écart par rapport à ces orientations. Et là, on a des systèmes, alors nous on appelle ça Trustline, mais on peut signaler de façon anonyme ou pas des comportements qui sont déviants par rapport à ces orientations. Il y a une enquête
L'avertissement, c'est à la fin, éventuellement. Mais au début, il y a une enquête interne qui est menée par une personne indépendante de l'organisation du salarié ou du manager en question. Donc, moi, j'ai été enquêteur interne et j'allais parfois dans une usine ou dans un centre de R&D sur un cas qui avait été signalé. Et in fine, il peut y avoir des sanctions le cas échéant. J'aimerais en fait partager une expérience qu'on a menée chez nous. Alors, en l'occurrence, c'était sur la quête d'une parité entre les femmes et les hommes dans des instances de gouvernance, de décision de l'entreprise, en mettant en place des dispositifs plus volontaristes pour y parvenir dans un métier où, on l'a dit, en école, on est à moins, je crois qu'on est même à moins de 15% de public féminin dans les formations des cursus numériques. Nous, aujourd'hui, nos effectifs, on se situe autour de 27% de femmes dans les effectifs, mais l'exemple que je vais prendre pourrait vraiment se répliquer sur d'autres types secteurs. Pas de secteur, mais je dirais de sujets d'inclusion. Et en fait, sur le public des femmes, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc on a voulu permettre et favoriser l'identification de profils à potentiel qui pourraient aspirer à devenir des managers, des cadres, des rôles de direction. En fait, on n'y arrivait pas bien. Et donc un jour, en creusant davantage le sujet, on a initié, enfin un collectif de femmes en fait a initié un projet qui s'appelait Girl Power. Et donc le but c'était qu'entre elles puissent commencer déjà à mettre sur la table tous les freins qu'elles rencontraient, etc. Et parmi ceux-là, il y en a un qui était complètement exogène à l'entreprise, qui était, alors je vais faire un raccourci un peu caricatural, mais qui ressemblait vraiment à ce qui était évoqué. C'était en gros, avec la charge mentale qui est la mienne au niveau du foyer, je ne me donne pas la possibilité d'avoir ce niveau d'ambition dans le monde professionnel. Parce que si je finis tard, et ben, qui va aller chercher les enfants, ce genre de situation. Et donc, en fait, ce que ça nous a permis d'identifier, c'était le fait qu'on ne pouvait pas se satisfaire de réflexions internes à l'entreprise, qu'il y avait un sujet plus global, et que donc, pour vraiment traiter le sujet, il fallait peut-être qu'on réunisse autour de la table des acteurs extérieurs à l'entreprise pour créer les conditions qui allait permettre une vraie diversité, une vraie accession, par exemple, à des postes à responsabilité. Et j'insiste, cet exemple-là pourrait vraiment être répliqué sur la diversité des origines, des âges, etc. Et donc, ça a été assez marquant parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même en essayant de créer toutes les conditions avec les formations sur la lutte contre les préjugés, avec du CV anonyme, etc., on n'était pas encore au rendez-vous. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui nous dépassait. Et le sujet, c'est pas de se dire, bon, bah, du coup, on ne fait rien. C'est plutôt de se dire, on est peut-être un lieu où on peut créer les conditions d'un dialogue qui n'existe pas ailleurs. Et c'est pour ça que je disais en début d'émission, je pense que, voilà, vu la tendance dans notre société, l'entreprise peut devenir un espèce de bastion d'échanges bienveillants, ouverts d'esprit entre des individus qui ne se côtoieraient pas en dehors de l'entreprise. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on dézoome un peu. Sarah, comment les entreprises françaises naviguent-elles dans un contexte international où certaines sociétés américaines reculent sur ces sujets? Est-ce que c'est contagieux? Question assez compliquée. Quels sons de cloche est-ce que vous avez, vous, en tout cas? Je pense qu'il y a deux façons dont on peut aborder le sujet. Il y en a certaines qui vont dire qu'effectivement c'est un risque et le signe qu'il faut arrêter d'aller sur les sujets de diversité et d'inclusion. Personnellement, je vois plutôt ça comme une opportunité, dans la mesure où, et on le voit quand on a des discussions sur le sujet des statistiques ethno-raciales, en fait, on a tendance à prendre ce qui se fait outre-Atlantique et à vouloir le copier-coller sur la France. Donc on veut faire ça avec les statistiques ethno-raciales où notre comparaison de référence c'est toujours ce qui se passe aux États-Unis. On va avoir ça aussi sur les justifications des sujets de diversité et inclusion où pareil on va utiliser le business case américain qui vient associer diversité et performance alors que en réalité il faudrait vraiment que l'on arrête de reproduire le modèle américain parce qu'on le voit très clairement, il est en crise, ça ne fonctionne pas. Dès qu'il va y avoir des retournements économiques, on va stopper les politiques de diversité et inclusion comme on le voit aujourd'hui avec l'élection, enfin la réélection de Donald Trump. Et je pense qu'au contraire, ça devrait être une opportunité pour créer une approche des sujets de diversité et inclusion qui soit plus spécifique à la France, qui soit ancrée justement dans notre histoire, dans notre culture, dans notre société, et avoir quelque chose qui soit... Parce que ça ne fonctionne pas de répliquer, en fait. Parce que ça ne fonctionne pas, effectivement. Tout l'argument sur la diversité amène plus de performance qui a été porté, on le voit par des cabinets de conseil états-uniens et qui a été amené en France. La réalité, c'est que en fait, la recherche académique l'a prouvé, c'est faux. Rien ne dit que la diversité apporte plus de performance à l'entreprise. Donc, toutes les méta-analyses montrent que les effets sont faibles, voire inexistants, et pour autant, on met énormément de pression sur les personnes ensuite qu'on va recruter dans le cadre de processus ou de procédés ou de politique diversité et inclusion, en se disant que la diversité doit être rentable. Donc déjà,
c'est faux, ça ne fonctionne pas, les études le prouvent, ça ne fonctionne pas. Mais en plus de ça, c'est ultra dangereux parce qu'en fait, on va faire dépendre une question de justice, d'éthique et de dignité. On en fait un critère de rentabilité. C'est-à-dire que si demain, on se rend compte que la diversité diminue la performance, on fait quoi ? On arrête, on vire toutes ces personnes. Oui, c'est un peu cynique. C'est clair qu'on ne sert pas la performance économique directement en faisant de la diversité, ça c'est clair. Et c'est surtout pas pour cette raison qu'il faut faire de la diversité. Ça, je partage complètement ce que vient de dire Sarah. Maintenant, il faut quand même que, et c'est pour ça que j'utilisais d'ailleurs l'argument tout à l'heure, je pense que la bonne raison de faire de la diversité, en réalité, c'est plus on est représentatif de la société dans laquelle on s'inscrit, dans laquelle on opère, plus on va se montrer résilient à des contextes mouvants. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Plus on va comprendre cette société. Plus on va la comprendre, plus on va se préparer à ces évolutions. S'inscrire dans l'innovation également. Enfin, il y a cette dimension-là. Quand on parlait justement des produits tout à l'heure, je pense que s'il y avait suffisamment de personnes dans les équipes qui étaient plus représentatives justement des consommatrices et des consommateurs au global, on éviterait ce genre d'écueil. Donc en fait, au-delà de la performance économique pure et dure, il y a aussi l'idée que sur le long terme, et notamment dans un contexte où l'IA augmente beaucoup la capacité à réunir des expériences de vie différentes qui peuvent être liées à des singularités, ça a quand même un impact sur ce que l'entreprise peut produire de meilleur. Dans une soirée assez marquante, là, il y a 2 semaines, mi-novembre, la Regen Night, il y a eu l'intervention d'une asso maintenant assez connue qui s'appelle Banlieue Climat, avec des jeunes qui sont venus porter un plaidoyer assez poignant dans une audience qui était dans une certaine forme d'endogamie sociale, malgré elle, hein, très sincèrement, c'est pas du tout mal intentionné, mais c'est une réalité. Et c'était marquant parce que ces jeunes ils ont dit en fait, nous on doit tellement batailler plus dur pour arriver à accéder au même niveau de compétences, de formation et de postes que vous, que déjà les chocs on sait les encaisser. On est beaucoup plus résilient et en plus on est beaucoup plus créatif parce qu'on n'a pas le choix. Et donc par exemple dans l'innovation, faites appel à nous parce qu'on va penser différemment de vous et on peut vous amener des idées nouvelles que vos équipes arrivent peut-être plus à identifier parce qu'elles sont trop enfermées dans leur fonctionnement historique. Et puis c'est un enjeu aussi clair dans la question de comment on fait société aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie le 1er décembre justement menée par IFOP et l'ascenseur qui indiquait quelque chose de super intéressant et de terrible à la fois. Il y a 64% des jeunes qui estiment que la justice sociale n'existe pas, qu'on est dans un pays foncièrement injuste. Donc en fait, il faut aussi que l'entreprise en tant que acteur essentiel dans notre pays puisse agir sur ces sujets. Miguel, le mot de la fin vous reviendra sur ce... en tout cas pour le débat, non, mais sur ce recul de certaines sociétés américaines. Est-ce que vous sentez que vous, entreprise française, vous devez résister sur ces sujets ? Alors, on est une entreprise française, mais aussi mondiale. On opère dans ce pays. Donc, évidemment, il y a des éléments sur lesquels, aux États-Unis, on s'adapte au contexte actuel. Mais oui, je crois que de manière générale, les Européens et les Français, on a trop peur de tout, y compris de nos valeurs, et qui sont pourtant à mettre en avant et partagé par beaucoup d'autres pays en Europe. Donc je pense qu'on devrait s'assumer un peu plus et continuer à faire ce qu'on fait si on pense que c'est la bonne chose. Merci beaucoup à tous les 3, tous les 4 bien sûr. On passe à notre dernière séquence, Paris d'avenir. Et on termine avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou un événement qui inspire. Qui commence ? Vous avez tous planché normalement. Sarah, avec vos petites notes, je vous sens prête. Moi, j'avais 2 initiatives qui me sont venues en tête. Je vais me focaliser sur l'une d'entre elles, qui s'appelle Sign and Sip. En fait, il s'agit de cafés, tout simplement, qui proposent des modèles alternatifs où ils recrutent des personnes en situation de handicap, généralement des personnes malentendantes ou sourdes. Et en fait, tout simplement, il y a différents affichages dans les cafés pour apprendre à faire dans la langue des signes, commander son café, demander un latte, un expresso et tout ça. Et j'avais trouvé ça assez intéressant et assez ingénieux pour notamment faire de la pédagogie, recruter des profils que du coup, pour le coup, on peut qualifier de différents par rapport aux baristas que l'on connaît, en tout cas Paris intramuros 19e. Et en plus, normaliser la présence de personnes en situation de handicap dans la société. Et on en trouve combien aujourd'hui ? Alors ça, je ne pourrais pas le... Mais seulement, je veux dire, seulement dans Paris intramuros ? Il y en a plusieurs en France et aussi à l'international. Et vous aviez une deuxième initiative, c'est ça ? Une deuxième initiative, mais je ne voudrais pas voler. Non, mais chacun votre tour, c'est assez... J'en ai plein d'idées. C'est bien. Il y a des choses à faire sur ces sujets. Oui.
C'est une start-up qui a été reconnue il n'y a pas longtemps par Forbes, parce que la fondatrice, en fait, a été nommée dans les Forbes 30 Under 30, donc les 30 entrepreneurs les plus prometteurs de moins de 30 ans. Et en fait, c'est une start-up qui vient associer, on va dire, l'utilité et l'intelligence l'intelligence artificielle aux problèmes des personnes en situation de handicap. Donc, par exemple, il y a eu toute une proposition pour repenser le modèle de la canne blanche que l'on connaît tous et toutes pour les personnes qui se déplacent du coup dans l'espace public en étant malvoyantes ou aveugles. Et comment est-ce qu'on peut en fait associer ou repenser le modèle de la canne blanche en utilisant l'intelligence artificielle pour que celle-ci fasse en fait des prédictions par rapport à l'environnement dans lequel l'utilisateur ou l'utilisatrice évolue et pouvoir voir des obstacles qu'on ne verrait pas en temps normal. Aujourd'hui, plusieurs études le montrent. Par exemple, les poubelles, c'est très compliqué à gérer. On le sait déjà quand on est piéton et qu'on est valide dans l'espace public à Paris, mais quand en plus on est en situation de handicap, c'est d'autant plus compliqué. Là, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour en faire quelque chose d'intéressant, de pertinent et d'utile pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Sarah. Chloé? Moi, justement, j'ai très envie de rebondir sur ce que Sarah disait, parce qu'avec Diversité, on porte un annuaire de talents, justement, tech et impact. Il y en a certains qui se sont retrouvés, justement, dans les classements Forbes. Donc, il y a vraiment, c'est une mine de super beaux projets, de super belles initiatives. Et l'autre chose que j'aimerais parler d'une initiative lancée par AXA, qui est vraiment super, par rapport aux violences domestiques. On parlait justement de comment l'entreprise peut jouer son rôle. Et bien là, AXA a créé une formation qui est disponible gratuitement et sur laquelle plusieurs autres entreprises se sont engagées. Je pense par exemple à L'Oréal, LVMH, enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui y vont. Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'entreprise puisse être un refuge finalement quand des personnes sont victimes de violences chez elles. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de génial et qu'il faut qu'on continue dans ce sens. Et juste pour réagir là-dessus, mais je parlerai de mon initiative après, il y a un très bon guide de l'ANDRH, un guide pratique sur la mise en place des mesures qui permettent de tenir compte de cette situation en entreprise et de rendre l'entreprise, de faire de l'entreprise un lieu sûr. Savoir comment réagir aussi. Exactement. C'est pas évident quand on y est confronté en tant que collègue, en tant que salarié, en tant que manager. Donc c'est génial de pouvoir bénéficier de ce type de... Et ça, il y a des choses très pratiques à mettre en œuvre et qui sont listées dans ce guide de l'ANDRH. Et alors, Mickaël, on a beaucoup parlé des moins de 30 ans, du coup, donc moi, je vais parler des seniors. Mais c'est votre et vous inviter... exactement. Et vous inviter au Sommet national sur l'emploi des seniors, qui est organisé par une association qui s'appelle Senior Force Plus, et dont Schneider est partenaire. Et là, c'est au CESE, ce sera au Conseil économique, social et environnemental. Sinon, j'étais là. Voilà, merci Thomas. Et qui aura lieu le 11 décembre avec des conférences, des interventions et des cas très pratiques de partage de bonnes pratiques d'entreprise sur l'emploi des seniors. Il y a beaucoup à faire. Ça me fait penser qu'on n'a pas précisé ANDRH tout à l'heure. L'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Non, mais sinon, incroyable, quelle vivacité. Mais ça va être terrible. Et est-ce que toi, tu voulais nous parler d'un petit quelque chose Combien de temps il reste? T'as 2 minutes. 2 minutes, c'est presque trop. Je l'ai évoqué indirectement, mais je trouve que dans cette polarisation du débat en France qu'on perçoit de plus en plus jusqu'à l'Assemblée, où le débat semble devenu quasi impossible, et ne nous le cachons pas, où la montée du populisme n'est pas vraiment favorable à une meilleure inclusion et une meilleure considération de la diversité dans notre pays, j'ai tendance à penser que nos entreprises qui se revendiquent engagées, les entreprises à impact, qui ont sincèrement envie de se rendre utiles à la société, vont devenir des lieux refuges. Je crois que c'est Chloé qui a utilisé ce mot qui est extrêmement pertinent pour le coup. Des lieux refuges où une ouverture d'esprit, du dialogue, la rencontre entre des individus issus de milieux très différents reste non seulement possible, mais deviendra peut-être un des rares endroits où ce sera encore possible à l'avenir. Et donc sans doute que nos entreprises pourront devenir des lieux anti-chaos en quelque sorte pour que continue d'exister dans notre société. Et j'espère bien au-delà des entreprises, mais les prochains mois nous éclairons sur ce point-là. Permettront d'être des endroits où les humains peuvent continuer à se rencontrer en bienveillance et à grandir ensemble en étant tolérants les uns vis-à-vis des autres.
Merci beaucoup. Merci à tous pour cette riche émission. Merci Sarah Serrange, responsable de communauté chez Bilab France, Chloé Sebag, directrice de la communication et du plaidoyer chez Diversity Days, et Michael Fossa, directeur des ressources humaines de Schneider Electric France. Et expert en acronyme. Et merci à toi, Thomas. Merci, Alix. Bien sûr, merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.